Entreprise et passion sur Logos FM. Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire. Bonjour et bienvenue dans Entreprise et Passion avec aujourd'hui de la passion et de l'entreprise sur un sujet que l'élu de chambre de commerce que je suis adore, qui est la transmission d'entreprise. Clément Petit, bonjour. Bonjour. Clément, vous avez repris Cordo 63, vous allez nous expliquer ça tout à l'heure, mais vous allez d'abord nous expliquer qui vous êtes, Clément, et dans le détail. D'accord. Eh bien, tout a commencé le 26 septembre 1988. Je suis né à Angers, dans le Maine-et-Loire. Voilà, donc dans une famille avec deux frères et une petite sœur. Mon papa était kinésithérapeute, ma maman esthéticienne. Donc voilà, j'ai grandi dans une famille où tout se passait très très bien. Scolarité, je n'étais pas le meilleur, mais je ne me mettais pas non plus au fond de la classe. Certains de mes professeurs disaient « attachant », donc peut-être que ça définit bien le personnage. J'ai été jusqu'à faire donc un BTS en micromécanique, donc j'ai appris tout ce qui était conception 3D sur ordinateur, que j'ai jamais jamais fait en tant que travail en tout cas. Puisque j'ai eu la chance d'avoir un travail dans la société de mon oncle, qui était du coup sur Clermont-Ferrand, et qui était du coup à l'époque de poser les compteurs Linky. Donc je suis devenu par défaut électricien, et donc j'ai posé des compteurs Linky et j'ai tout de suite eu la chance d'être référent dans cette société et de pouvoir apprendre mon métier à d'autres personnes. Et donc du coup j'ai fait ça pendant quelques années, ce qui m'a permis d'aller du côté du Havre, du côté de Caen, du côté de Marseille, de Biarritz, et j'ai formé des équipes un peu partout en France. Et pendant ces années à travailler pour cette société, j'ai eu la possibilité à côté de monter ma première entreprise où je vendais du matériel militaire. Alors c'était l'écart est large là. Oui, l'écart est très large. Il commence là, l'écart. Alors quand je dis matériel militaire, c'était plutôt des EPI, donc des pantalons, des gilets, des choses comme ça, puisque ça venait d'une recyclé donc. Alors c'était une marque américaine en fait. D'accord. Avec laquelle j'avais réussi à avoir des contacts et du coup j'importais ça à côté. Sauf que ce à côté a commencé à prendre un peu de place, et donc du coup un jour... On est en quelle année là ? Là on est en 2017-2018, et du coup là mon tonton commence à dire « écoute Clément, ça marche bien, vas-y à fond, t'inquiète pas, tu n'es pas irremplaçable, on va trouver quelqu'un pour te remplacer ». Et donc du coup j'ai donné ma chance à cette entreprise, sauf que du coup c'était plus quelque chose de passionnant plutôt que d'entrepreneuriat, et donc j'ai lâché l'affaire très très vite, c'est-à-dire au bout d'un an et demi j'ai clôturé cette première histoire d'entrepreneur. Sont suivis 6 mois à pas faire grand chose, surtout du sport, puisque j'avais la chance de jouer au football américain à Clermont-Ferrand, et du coup j'ai participé à la vie du club. Et c'est à ce moment-là qu'un de mes amis m'a proposé de rejoindre l'équipe de la Banque de France à Vic-le-Comte. Et je suis parti fabriquer des billets de banque. Alors voilà, l'écart est encore plus grand. Donc de l'artisanat au service de l'industrie, comme aimait dire mon chef d'atelier. J'ai fait ça pendant 3 ans. Et en fait, je me suis enfermé dans un métier où on ne pouvait pas évoluer. C'était un métier qu'il fallait apprendre par cœur, et une fois qu'on l'avait appris par cœur, il fallait le restituer. Et j'ai vu autour de moi des gens qui le restituaient depuis plus de 20 ans. Et je me suis dit non, ça c'est pas possible, c'est improbable. Mais c'est bien qu'il y en ait qui le fassent et qui continuent à le faire aussi, heureusement. Grand bien leur face, il n'y a aucun problème. En plus, c'est un savoir-faire qui est vraiment très... qui a été inventé par la Banque de France. Donc c'est vraiment quelque chose où on utilise des outils qui n'existent pas, que vous ne pouvez pas acheter dans le commerce, il faut les fabriquer. Donc c'était vraiment un savoir-faire que j'ai adoré. Je pense que je suis quelqu'un de très impatient et qui a besoin de voir des choses nouvelles tous les jours. Et vous en aviez fait le tour, j'imagine. Oui, très rapidement. Et du coup,
à côté de tout ça, je suis un grand passionné de sneakers, donc de basket. Et j'ai eu la chance d'aller faire un stage où j'ai créé ma propre paire de baskets, de la marque bien connue qu'on ne citera pas, bien entendu. Et du coup, est arrivée cette passion où en fait, j'ai voulu en faire mon métier, c'est-à-dire de créer des paires de chaussures. Et comme je fais rarement les choses pas à fond, je me suis dit, tiens, si je reprenais les études pour aller faire cordonnier, puisque c'est le seul métier qui permet d'apprendre à faire des chaussures. Et me voilà parti dans un CAP où j'ai eu la chance de rencontrer... Alors, je l'ai fait à la SEPR de Lyon. Donc, c'est une école qui permet de faire des études dans les métiers, ce qu'on appelle les métiers rares. Alors, je trouve que le mot est bien choisi pour dire plutôt les métiers qui sont en perdition. Oui. Et du coup, en fait, je me suis retrouvé dans une classe où on était 10, tous plus de 25-30 ans, et que des métiers, il y avait des relieurs, il y avait des horlogers, et il y avait des tapissiers, voilà, que des métiers qui aujourd'hui, quand on en parle, la nouvelle génération, des fois, les connaissent même pas. Et donc, du coup, c'était très intéressant, mais je n'ai pas appris mon métier là-bas. J'ai eu la chance de l'apprendre puisque je faisais 3 semaines en entreprise pendant cette formation. Et cette chance, je l'ai eue grâce à Monsieur Giraud, qui était le propriétaire de la cordonnerie où je suis arrivé et qui m'a appris mon métier pendant 1 an. J'ai passé mon CAP. Malheureusement, un CAP très très dur et donc je ne l'ai pas eu la première année. Qu'est-ce qui est dur? C'est la technique? C'est le fait que personne ne le passe, donc on ne sait pas où on va. Et je suis arrivé le jour du CAP et j'ai appris des choses. Donc vous imaginez, vous apprenez quelque chose le jour où vous devez restituer ce que vous avez appris. Moi, j'ai appris à réparer des chaussures toute l'année et on m'a demandé le jour de l'examen de créer une chaussure. C'est pas du tout le même métier. Et ça, je l'avais pas appris. Donc, je ne me suis pas du tout sorti. Mais comme je suis bête et un peu têtu, j'ai demandé à M. Giraud de me garder 1 an de plus dans la cordonnerie. J'ai bossé en tant qu'employé là-bas. Et j'ai repassé mon diplôme en candidat libre l'année d'après. Et là, on a tout cartonné. Parce que j'imagine qu'il y a peu de candidats susceptibles de transmettre une compétence. Ouais, c'est ça. Le grand problème, c'est que depuis... Donc moi, j'ai passé mon diplôme il y a 3 ans maintenant. Et depuis, il n'y a aucun diplômé qui est ressorti en CAP cordonnier-bottier. C'est un CAP qui se perd, les classes ferment du coup, ce qui est complètement logique, vu qu'il n'y a aucun élève qui s'inscrit, on ne va pas laisser des classes. Donc c'est très compliqué, puisque en fait, l'ancienne génération, celle qui est juste avant moi, les cordonniers ont été un métier un peu sélectionné par défaut. Par défaut, on retrouve souvent des gens qui ont eu des accidents du travail, des anciens militaires. Voilà, c'est quelque chose, c'était plutôt reclassé comme cordonnier. Et donc du coup, très compliqué de trouver des stages. Moi, Monsieur Giraud est le dernier cordonnier que j'ai été voir. En même temps, s'il a accepté, c'est toujours le dernier qui accepte. Mais voilà, tous les autres cordonniers de Clermont-Ferrand m'ont bien fait comprendre qu'ils étaient en fin de carrière. Et apprendre le métier à un mec de 35 ans qui avait pas l'air d'être si manuel que ça, c'était pas le truc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a vraiment pas de... J'imagine qu'il n'y a pas de référentiel de cet examen? Exactement. Moi, j'ai travaillé sur des référentiels de 2013. Ouais. Donc voilà, j'ai travaillé sur des scans de choses et donc et c'est là que je rebondis sur le truc, c'est que moi je suis encore en lien du coup avec l'équipe éducative. Bien sûr. Et j'ai demandé à la fin du diplôme de pouvoir prendre en photo les 2 examens que j'ai passés et qui maintenant servent de référentiel pour si jamais des jeunes vont s'inscrire et pour savoir à quelle sauce ils vont être mangés. Donc c'est très important de relancer cette dynamique. Aujourd'hui, j'ai des stagiaires, j'ai des apprentis qui viennent de maroquinerie, qui viennent pas de cordonnerie. Donc c'est un métier qui est lié, mais qui n'est pas le même. Mais j'essaye de leur donner la chance qu'on m'a donnée de pouvoir apprendre mon métier. Alors, est-ce que vous pensez justement, je rebondis, mais est-ce que vous pensez justement que des jeunes générations comme vous peuvent être impulseurs dans... Oui. Ouais, ils sont tellement créatifs. Moi, je les vois, elles ont 16, 17, 18 ans, alors souvent des filles. Oui. Elles sont tellement créatives. C'est incroyable. Des fois, je leur donne un problème, on le trouve pas tout de suite, et le lendemain, elles reviennent en disant « Ah, au fait, j'ai vu ça sur les réseaux. Bien sûr. Et regarde, je suis sûr qu'on peut réparer comme ça. » Et on répare comme ça. Parce que c'est ça que j'aime dans mon métier, c'est qu'aujourd'hui, un client qui ouvre la porte, il vient avec une problématique. Souvent avec une problématique de talon ou de patin, et ça, on sait réparer. Mais voilà, le sac à main qui est décousu, ou la chaussure qui vient pas forcément d'un très bel atelier, ou qui vient de la fast fashion,
Oui, mais il faut quand même le réparer. Et donc, du coup, on trouve des techniques pour essayer de réparer ça au mieux et surtout le moins cher possible, parce qu'il y a aussi ce problème économique. Mais il y a quand même une sensibilité sur tout ce qui est durabilité des produits. Il est en train d'y avoir une inversion un peu sociale. Les grandes marques commencent à y travailler. Oui. Alors, je ne peux pas en citer, mais il y a des grandes marques qui commencent à vraiment réfléchir à comment on peut réparer leurs chaussures, parce qu'ils ont compris, alors souvent dans le domaine de la montagne, oui. Ils ont compris que si on peut réparer une chaussure, les gens vont mettre le prix pour acheter des chaussures. Et ça, c'est des choses que certaines marques de fast fashion ne comprennent pas. Et le problème, c'est que des chaussures de fast fashion commencent à coûter un peu d'argent. Donc, il faut pouvoir les réparer. Et malheureusement, il y a des caoutchoucs qui ne peuvent pas se recoller. Et puisqu'aujourd'hui, le vrai problème, c'est la colle. C'est le collage des matériaux. Donc, du coup, il faut vraiment faire attention à ça. Et puis, on se heurte à combien coûte une paire neuve. Bien sûr. Combien coûte ma réparation. Est-ce que on a le différentiel. Donc, voilà, c'est... Malgré tout, cette philosophie qui est en train de s'inscrire dans nos sociétés, de s'inscrire en France, est-ce qu'elle ne peut pas influencer l'arrivée sur des métiers comme le vôtre pour gérer cette durée de vie des produits, autant sur les chaussures que sur les vêtements, que sur l'appareil ménager ou autre? Eh ben, je trouve que du coup, ce petit scandale des appareils ménagers qu'on a pu avoir ces dernières années servent aujourd'hui, alors beaucoup en chaussures, parce qu'en maroquinerie, aujourd'hui, c'est vraiment nul, soit on est dans l'exception du luxe français. Mais en chaussures, on commence à voir apparaître des vraies marques. Alors, rien en français. Aujourd'hui, le montage français de chaussures reste une exception. Il y a très peu d'entreprises. Oui, toutes les entreprises sont parties. Ouais, tout vient du Portugal. Mais ce n'est pas négatif. Bien sûr. Portugal a mis les moyens. Et ils sont devenus les leaders européens de la chaussure. Et aujourd'hui, moi, quand je retourne une chaussure et que je vois marqué Made in Portugal, c'est souvent gage de qualité. Ce qui était le cas avec l'Italie à une époque. Exactement, qui a lâché l'affaire complètement, malheureusement, qui est resté dans la botterie, donc les très belles paires de chaussures. Mais aujourd'hui, oui, je ne vais pas m'avancer sur des chiffres parce que je ne les ai pas. Mais aujourd'hui, le Made in Portugal, moi, c'est gage de qualité quand ça arrive dans mon atelier, en tout cas. Et donc cette création, il y a 3 ans, ou cette formation qui va vous amener vers une alternance, puis un salariat, si je comprends bien, va être un déclencheur alors. Oui, alors en fait, M. Giraud était à tête de cette corderie depuis 10 ans. Situé où ? Alors je suis au 6 rue Verdier-Latour. Pour donner un ordre d'idée, c'est place du Mazet. Donc voilà, je suis entouré de plein de commerçants. Le quartier est en train de retomber. Ouais. Et voilà, si on veut se référer, je suis au pied de la cathédrale. Voilà. Et en fait, Monsieur Giraud était usé par son travail, usé par la vie un petit peu aussi. Et du coup, un jour est arrivé à la cordonnerie et il m'a dit « Écoute Clément, c'est temps pour acheter la cordonnerie. Je la vends, je te la vends à toi. Si je te la vends pas à toi, ça sera un autre local, mais je veux te vendre la cordonnerie. » Et là, vous n'étiez pas dans de nouveau une création d'entreprise? Absolument pas. Moi, j'étais là genre, oh là là, mais je suis bien avec mon CDI, là, chez moi, avec la création d'entreprise et tout. Et en fait, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais non, Clément, en fait, t'es fait pour être le patron. Alors, c'est un peu pompeux de dire ça, mais je crois que j'ai un peu du mal à recevoir des ordres. En tout cas, à les acter, les recevoir, il n'y a pas de souci. les mettre après. Et du coup, je me suis dit, oui, elle tourne. Ça fait 1 an et demi que je la fais tourner, parce que M. Giraud venait un peu moins à l'atelier. Il a eu des problèmes de santé. Et j'ai fait, comme je m'amuse à le dire à ma famille, j'ai fait la plus grosse bêtise de ma vie, c'est que j'ai dit oui, parce que j'étais pas du tout prêt pour ça. Alors, en tant qu'entrepreneur, bon, aujourd'hui, j'ai les épaules pour le faire. En tant que cordonnier, j'étais pas du tout prêt. Hein, les 2 ans n'avaient pas... Non. Ça faisait 2 ans que j'avais appris un métier, mais je ne le connaissais pas. Là, je sors maintenant de 2 ans. Là, en mois de juillet, ça fera 2 ans que je suis à mon compte. Et je m'amuse à dire aux gens que ça fait 3 mois que je suis cordonnier. Parce que ça y est, je sors le nombre de paires qu'il faut par jour, je connais mes tarifs, puisqu'il faut donner un tarif, c'est pas la tête du client, c'est la tête de la chaussure. Et donc du coup, il faut avoir le bon tarif, il faut avoir les bons fournisseurs.
Et ça, en ça, j'ai de la chance, c'est que des cordonniers qui créent leur entreprise, il n'y en a pas des masses. Et donc, du coup, quand j'ai été voir mes fournisseurs, ils ont été aux petits oignons, aux petits soins avec moi. Donc, non, j'ai la chance d'être bien entouré. Et je crois que c'est le plus important quand on reprend une société. Et vous inquiétez pas, Monsieur Giraud passe tous les samedis, il veille au grain, il soulève les chaussures, il regarde si c'est bien fait. Et il est toujours de bonne écoute quand j'ai un problème avec des clés, par exemple, ou des choses comme ça. Il répond toujours au téléphone pour me donner un petit tips. Repreneur après un parcours un peu éclectique, va-t-on dire, de Cordeau 63, puisque né à Angers, vous êtes passé par l'électromécanique, la pose de compteurs Linky, la création d'une entreprise vendant du matériel militaire, la pratique du foot américain, la fabrication de billets de banque et aujourd'hui, après une passion pour les sneakers, eh bien, cette formation de cordonnier qui vous a amené à reprendre Cordeau 63. Alors, excusez du peu, c'est quand même un beau parcours à l'âge qui est le vôtre, mais cette reprise d'entreprise, et ça c'est un témoignage auquel je suis toujours très sensible, comment est-ce que ça a été mené? Quels ont été les accompagnements que vous avez eus, les difficultés que vous avez eues, et puis aussi vous êtes aujourd'hui dans une phase de réussite et nous en sommes heureux pour vous. Qu'est-ce qui a permis tout ça hormis vous? Le réseau, mais l'accompagnement aussi, ouais. J'imagine. Mais surtout une grosse erreur au tout début, puisque j'ai été accompagné par une première banque où ça s'est pas fait avec. Et cette première banque, elle était ma banque perso. Et l'erreur que j'ai faite, c'est d'aller voir ma banque perso, puisque en fait, en sortant d'un cursus... Donc Monsieur Giraud est arrivé un matin, nous disiez-vous, en disant... Tu reprends l'entreprise. Voilà. Et moi, sans me demander si c'était dur ou pas de lever des fonds, j'ai dit oui. Et quand je donne ma parole, souvent, je fais les choses. J'ai été voir une première banque qui était ma banque perso. Malheureusement, vous sortez de 2 ans d'apprentissage. Vous imaginez bien que tes finances ne sont pas au top. Moi, j'avais aucun apport, j'avais rien mis de côté, j'ai jamais eu d'argent de côté ou quoi aux caisses. Et donc, du coup, on m'a dit oui. Et en fait, au final, on m'a dit non, parce que comme je sais pas gérer en perso, je saurais pas gérer en pro. C'est un raccourci bizarre, je peux le comprendre. Mais bon, bref... Passons à autre chose. J'ai eu la chance d'être bien accompagné, d'avoir une maman qui a été commerçante toute sa vie et qui m'a dit « Mais attends, on n'abandonne pas parce qu'on nous dit non. On va chercher quelqu'un d'autre et on lui demande comment dire oui. » Donc j'ai été voir une autre banque et on a monté le projet avec Initiative. Donc j'ai été aidé. Donc Initiative Clermont-Auvergne Métropole. Idée que je connaissais puisque j'ai déjà aidé des amis qui ont monté des sociétés, j'ai même des gens très proches de moi, mais je m'étais dit non, Clément Petit, je vais le faire grand comme voilà, on va le faire tout seul et non, en fait faites-vous aider, il y a des gens qui en plus adorent ça. Moi je suis arrivé, je me souviens ce jour-là à Initiative où je leur ai dit je vais être cordonnier, ils m'ont dit mais attendez, cordonnier, mais je sais pas ça, on n'a jamais fait. Et allez, on le fait. Et donc du coup ils m'ont aidé à monter le projet. Alors la petite différence avec le projet que j'ai monté, c'est que j'ai acheté les murs. Donc j'ai acheté les murs de mon atelier, ce qui m'a permis de faire les travaux. Donc il y a aussi cette partie un peu où j'ai mis toutes mes billes. Donc voilà, mais non, Initiative m'a aidé. J'ai été tout bêtement, voir la mairie aussi, poser des questions. Je voulais mettre une enseigne. Comment on fait pour mettre une enseigne? Les bâtiments de France. Je suis à 500 mètres de la cordonnerie. De la cathédrale, tout à fait. J'ai refait l'intégralité de la cordonnerie tout seul. Tout seul. J'ai été aidé par des amis, mais je n'ai pris aucun artisan, à part pour les fenêtres, la devanture. Donc voilà, ça a été un gâchis administratif. Je ne parle pas bien de gâchis. Vraiment, c'est des papiers. Mais je les comprends. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font des choses qui sont moches. Bien sûr. Moi, j'ai fait quelque chose de neutre, qui vieillira dans le temps très très bien. Et donc voilà, ça a été une partie aussi du projet qui a été très compliquée. Un autre apprentissage, par contre. Oui, puis alors, une autre erreur, faire tout seul. Demandez un peu plus d'argent sur 25 ans et prenez des gens dont c'est le métier. J'ai posé un plafond, j'ai posé un parquet, alors oui, je suis très fier de l'avoir fait tout seul, mais j'ai perdu un temps monstre, j'ai perdu une année, j'ai vraiment perdu une année où je n'étais pas cordonnier, j'étais artisan et c'est une erreur bête. Alors ça fait des très belles images sur Instagram, mais c'est très bête.
Très, très bête. Et là, votre cédant, quelle était sa posture à ce moment-là? Là, ça a été très compliqué, puisque du coup, le temps perdu avec la première banque a cassé notre vision, qui était un peu une vision de papa à enfant. Puisque dès que moi, quelqu'un m'apprend quelque chose, ça devient mon maître. Ça devient mon maître. Et du coup, le but est de dire oui à tout et d'essayer de bien comprendre le travail. Et donc ça, on s'est un peu perdu. Je vous cache pas, ça a été très compliqué puisque ça a été un oui mais non. Il a vu que ça se faisait pas, il s'est dit mais attends, je vais jamais lui vendre. Lui, il voulait vraiment vendre. Il y avait une notion de rapidité, j'imagine aussi. Exactement, voilà. Alors que effectivement, on est sur quelque chose, une vente. Si quelqu'un vous dit qu'il a des tips pour qu'une vente se passe en 2 semaines, ne le croyez pas. Ça a pris en tout et pour tout du jour où il m'a dit, donc il me l'a dit le 11 février, on a signé le 21 juillet. Ça aurait pu être raccourci 2-3 mois si la première banque avait fait les choses. Mais l'initiative a quand même aidé à ce que ça aille le plus vite possible une fois qu'on a dit que c'était bon. Ceci étant, 5 mois pour une reprise, ce n'est rien à l'aune d'une vie de chef d'entreprise. C'est ça, mais c'est énorme pour une personne qui n'en peut plus et qui veut vendre sa société. Oui. Tout à fait. Donc moi j'étais plutôt du côté où oui, je suis parti pour 15 ans à être dans ma cordonnerie. Lui était plus dans bon, quand est-ce que je reçois mes sous? Et je peux le comprendre. Bien sûr. Et ça s'est détendu. Le jour où on a fait la vente, ça s'est détendu. Après, on a mis les petits plats dans les grands. J'ai refait l'intégralité de la cordonnerie. Ça faisait 15 ans qu'il y était. Il avait jamais fait de travaux. Sans m'envoyer des fleurs, on a fait quelque chose de très très beau. Et donc du coup, je pense qu'il y a ce côté un peu waouh, ça aurait pu être ça. Ouais. Ça aurait pu être ça, la cordonnerie. Et je pense qu'il aurait adoré travailler dans ce lieu-là. Pour vous donner un ordre d'idée, je travaillais sur 80 cm de plan de travail derrière, sans lumière du jour. Aujourd'hui, j'ai 14 mètres de plan de travail pour travailler. Alors, je mets du bordel partout. C'est le risque. Mais j'essaye que mon bordel soit joli. Puisque je détestais ce truc de la cordonnerie poussiéreuse avec des objets partout. Aujourd'hui, les objets, ce sont mes chaussures, ce sont les chaussures de mes clients. Et voilà, et c'est beau à voir, j'espère, en tout cas, mais je pense. Et le contenu que je fais sur les réseaux sociaux a l'air de plaire à ma clientèle. Donc, je suis peut-être pas le meilleur cordonnier, mais je pense que j'ai une des cordonneries les plus stylées à l'heure d'aujourd'hui. Donc, je suis très content. Alors, ça fait maintenant donc plus d'1 an que vous avez repris. Qu'est-ce que vous faites comme analyse en se retournant sur ces 12 mois? Hormis, oui, il y a eu ce démarrage, mais dans toute création, dans toute reprise, il y a tellement une étape indispensable d'apprentissage parce qu'il n'y a pas de formation réelle pour aller vers ça, si ce n'est l'accompagnement de ses pairs. Alors, comment est-ce que vous en êtes aujourd'hui, après ces 12 mois, où vous pouvez être fier de ce que vous avez déjà réalisé? Et quel est le retour, justement, de cette clientèle rénovée, ancienne? Comment ça se passe le point clientèle, je ne l'ai pas vu venir, c'est le fait que mon l'ancienne clientèle de Monsieur Giraud, est restée. Et ça, je pense qu'elle est restée parce que j'ai eu la chance d'être 2 ans apprenti et de me souvenir de tous les noms de mes clientes et d'être le cordonnier sympa du coin. Et le deuxième point, c'est la nouvelle clientèle, celle que j'ai été chercher avec des nouvelles techniques. Je vous parlais tout à l'heure des chaussures de montagne. C'est quelque chose qu'aucun cordonnier aujourd'hui veut toucher. J'ai la chance d'être suivi par une marque de semelles très connue qui m'a envoyé des semelles gratos pour que je puisse tester, puisse me former. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir faire des choses que j'ai foirées pendant 6 mois. Des collages qui ne fonctionnaient pas, des coutures qui ne tenaient pas. Ça a été de l'apprentissage vraiment par l'échec. Et ça, quand vous êtes, entre guillemets, perfectionniste, même si je déteste dire ce mot parce que je pense ne pas l'être, mais c'est en tout cas, l'image que je donne de mon travail, c'est très, très dur. Parce que quand vous avez un client qui vous a payé quelque chose d'assez cher et qui revient 2 mois après en vous disant « Bon, ça n'a pas marché », je peux vous dire, quand vous refaites cette chaussure-là, c'est... Ah ouais, c'est horrible. Franchement, je déteste ça. Ça m'est arrivé encore la semaine dernière. Je suis en train de tester des nouvelles techniques. Mais maintenant, je le dis à mon client. C'est-à-dire, bon, c'est un nouveau truc. Si ça marche pas, revenez me voir et je le fais avec le sourire. Mais au début, il faut être confiant. Il faut faire croire aux gens que vous connaissez votre... Et puis... Est-ce que vous croyez qu'au bout de 10, 20 ou 30 ans, on sait?
Non, je pense qu'il faut avoir cette liberté de dire qu'on sait pas. Et c'est en disant ça qu'on arrive à savoir. Et la chance que j'ai, c'est d'avoir mes apprentis qui me confirment que je sais. Et ça, c'est très très dur, parce que quand vous avez une apprentie qui a 17 ans, qui vous voit, vous, à 36 ans, et qui se dit « Oh, mais lui, il est cordonnier, c'est bon ». Alors que vous, le matin, vous vous dites « Mais comment je vais faire pour réparer ce truc-là ?» Et bah du coup, il y a ce côté un peu, on se met en mode... Challenge. Bon, allez, on lève les épaules. Fais comme ça. J'espère que c'est ça. J'espère que c'est ça. Et si c'est pas ça, c'est pas grave, on en rigole. J'ai la chance d'avoir un travail où, si on met pas un mauvais coup de cutter au mauvais endroit, on peut tout réparer. Franchement, on peut tout réparer. Après, il faut mettre le budget, mais on peut tout réparer. Et ça, j'adore. Parce que moi, tous les matins, je me lève en me disant, comme je vous disais, si j'enlève ce domaine série où on faisait les patins, les talons qu'on fait depuis 50 ans, si on enlève ça, des fois, j'ai des problématiques où je vais réparer avec... j'ai réparé un sac à main d'une grande marque de luxe avec un ressort d'un stylo bic d'un truc de pub, parce qu'il me fallait un petit ressort, et ce petit ressort, je me suis dit, attends, dans un stylo bic, il y a des ressorts, allez, je vais aller chercher je l'ai démonté, j'ai trouvé le stylo bic et j'ai réparé. Et c'est en ça que je comprends pas pourquoi je fais ce métier, parce que j'arrivais jamais à réparer les trucs quand j'étais gamin, donc maintenant je les répare et je suis très content. Je répare un peu tout. Ça va, la semaine dernière, d'un gant de baseball à un patin de hockey, en passant par des fixations de wakeboard. Je sais pas dire non. Donc, mes clients, ils adorent ça et ils viennent me faire réparer des trucs complètement. Alors, où est-ce qu'on vient vous faire réparer tout ça, Clément Petit? Redites-nous votre adresse. Alors, c'est au 6 rue Verdier-Latour. Oui. Place du Mazet, vous pouvez pas la louper, il y a un énorme soulier en bois sculpté à la main en enseigne, il y a marqué cordonnerie dessus, j'y tenais, il n'y avait jamais eu marqué cordonnerie sur cette cordonnerie. Voilà, j'y suis du mardi au samedi de 10h à 19h officiellement. En vrai, j'y suis à 8h le matin et j'y suis encore à 22h le soir. Ça, si on le dit trop, ça va pas aller. Mais voilà, n'hésitez pas. Si vous voyez que de la lumière dans la cordonnerie, c'est que je suis là et qu'il faut venir m'embêter. Il n'y a aucun souci. Je suis normalement toujours de bonne humeur. Et si je suis de mauvaise humeur, il n'y a pas de souci. J'irai me chercher un cookie en face chez les copains et normalement, ça ira. Merci à vous, Clément Petit. Merci d'être resté fidèle à Logos FM et encore une fois d'avoir écouté cette émission Entreprise et Passion où il y avait beaucoup d'entreprises et énormément de passion. À très bientôt sur nos antennes. Entreprise et passion sur Logos FM. Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire.